Le jour de mes 18 ans, j'ai discrètement transféré chaque centime de mon héritage dans une fiducie protégée. Dieu merci, car le lendemain matin, ma mère m'a souri et a dit « Nous devons discuter de ton argent ». Mon estomac s'est serré. Il existe deux sortes de filles silencieuses dans chaque foyer. Celles dont le silence signifie l'obéissance, et celles dont le silence signifie la mémoire. La plupart des parents ne font jamais la différence. Pas avant qu'un matin, un dossier ne glisse sur la table de la cuisine et que la fille ne lève enfin les yeux. Et à cet instant précis, la mère réalise qu'elle a élevé le mauvais type de fille silencieuse. Je m'appelle Clara Dubois. J'ai eu 18 ans le 15 avril 2026. Et moins de 9 heures plus tard, ma mère a essayé de me voler mon héritage tout en souriant par-dessus ses crêpes. Le pire, c'est qu'elle pensait que je la remercierais pour ça. Mais avant de vous emmener dans cette cuisine, je dois vous ramener 6 mois en arrière. Retour au premier avertissement que mon grand-père m'ait jamais donné. Retour au moment où j'ai réalisé que les gens silencieux entendent tout. C'était en octobre, il faisait assez froid pour que les lumières du porche s'allument avant le dîner. Les arbres à l'extérieur de notre maison semblaient fatigués et décharnés. Je nettoyais ma chambre parce que ma mère détestait le désordre, même le plus infime. Sur la plus haute étagère de ma bibliothèque se trouvait la boîte en cèdre de Papy Harold. Il me l'avait donnée pour mon 17e anniversaire. Le dernier cadeau qu'il m'ait remis de sa propre main. Je ne l'avais pas ouverte depuis des mois. Le bois sentait encore légèrement le cèdre et le vieux papier quand j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvait une feuille d'érable pressée, une vieille photo de papy et mamie souriant à côté de leur jardin, et une grande enveloppe scellée, lourde, importante. Sur le devant, dans l'écriture soignée de papy, il était écrit « N'ouvrez que si quelque chose ne va pas avec votre mère avant votre 18e anniversaire. Appelez maître David Duval immédiatement. » Je l'ai fixé si longtemps que mes yeux me faisaient mal. Papy était mort depuis plus d'1 an, et d'une manière ou d'une autre, il savait déjà. En bas, j'entendais des papiers bouger sur la table de la cuisine. Des bruissements lents. Des voix basses. La voix de ma mère, à voix basse. La voix de Marc, encore plus basse. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais quelque chose dans ma poitrine s'est serré quand même. J'ai remis l'enveloppe dans la boîte et j'ai refermé le couvercle avec soin. Puis je suis descendu comme si de rien n'était. C'était la première erreur de ma mère. Elle pensait que le silence signifiait l'aveuglement. Ce n'était pas le cas. Le silence signifiait que je collectais des preuves. Mon père est mort quand j'avais 10 ans. Antoine Dubois. Il conduisait un pick-up Ford Ranger argenté. Un matin brumeux de novembre 2018. Un camion a franchi la ligne sur la route nationale 7. Un policier s'est présenté à notre porte, son chapeau serré contre sa poitrine. Ma mère a crié une fois. Puis elle est devenue pragmatique. Une semaine plus tard, elle regardait des rénovations de cuisine en ligne. 2 ans plus tard, elle a épousé Marc Leclerc. Entrepreneur, camion bruyant, rire bruyant, opinion bruyante. Il a aussi emménagé dans la maison avec sa fille, Chloé. Chloé avait 2 ans de moins que moi et parlait assez pour nous deux. J'ai vite compris comment fonctionnait notre maison. Les pleurs agacent ma mère. Si j'étais contrarié, elle me traitait de dramatique. Si je riais trop fort, elle disait que je cherchais l'attention. Si j'étais excité par quoi que ce soit, elle trouvait un moyen de le minimiser. Donc, à l'âge de 12 ans, j'ai arrêté de montrer mes émotions en sa présence. Pas parce que je ne les ressentais pas, mais parce que les sentiments devenaient des armes dans notre maison. Mamie Geneviève l'a remarqué la première. Elle s'asseyait à côté de moi sur la balancelle du porche et disait doucement « Tu n'as pas besoin d'être courageuse tout le temps ici. » Papy Harold l'a aussi remarqué. Il ne me poussait jamais, ne me coinçait jamais, ne demandait jamais de sourire. Il créait simplement de l'espace. Jardin de tomates, livres, petit déjeuner calme, silence en sécurité. Ma mère pensait que j'étais obéissante. En fait, j'étais observatrice. Et les gens observateurs se souviennent de tout. Les dîners chez nous suivaient toujours la même routine. 18h30. Marc rentre par la porte du garage. Chaussures enlevées dans la buanderie. Clés claquées sur le comptoir. Plainte sur le travail. Ma mère verse du vin avant qu'il ne le demande. Chloé parle sans arrêt. Un dimanche de mars,
Chloé a annoncé qu'elle avait été acceptée à Sciences Po Lyon. Marc a failli hurler de fierté. C'est ma fille. Ma mère a touché le poignet de Chloé doucement. Nous trouverons les frais de scolarité. Ne t'inquiète pas. J'ai continué à couper mon poulet calmement. Puis j'ai dit, j'ai été accepté à Sciences Po Paris hier. Toute la table s'est figée. Pas de choc, juste de l'indifférence. Ma mère a souri poliment. C'est gentil, ma chérie. Marc a haussé les épaules. L'université, c'est une arnaque de toute façon. Puis ma mère a ajouté la phrase que j'avais commencé à entendre trop souvent. Nous discuterons de ton avenir plus près de ton anniversaire. Plus près de ton anniversaire. Toujours cette phrase. Jamais de célébration. Jamais de fête. Toujours discuter comme une réunion, comme des formalités administratives. Marc a levé son verre de vin et a murmuré, l'argent de la famille reste dans la famille. Ma mère lui a lancé un regard d'avertissement immédiatement. Trop tard. J'avais remarqué. J'avais toujours remarqué. Mamie Geneviève est morte quand j'avais 14 ans. Cancer du sein. La deuxième fois qu'elle s'est battue, elle a perdu. Elle m'a tenu la main sur son lit d'hôpital et a murmuré, « Tu es une bonne fille, Clara. Ne laisse personne réécrire cela. » Je n'ai pas pleuré avant le parking. Papy s'est assis à côté de moi en silence pendant que je tremblais dans le siège passager. Il ne m'a jamais dit de me calmer. Jamais dit que j'étais dramatique. Il m'a juste laissé faire mon deuil. Après la mort de mamie, papy est devenu plus silencieux. Pas froid, juste plus doux. Comme quelqu'un qui baisse lentement une lampe. L'été où j'ai eu 16 ans, je suis resté avec lui pendant 2 mois. Je préparais le petit déjeuner, lisais des livres près de son fauteuil, arrosais les tomates, nous parlions à peine parfois, mais c'était le moment le plus sûr que j'ai jamais ressenti. Puis un matin de septembre, papy est mort aussi. Crise cardiaque. 78 ans. Aux funérailles, ma mère a pleuré parfaitement, larmes contrôlées, voix contrôlée, épaules secouées contrôlées. Marc consultait son téléphone au dernier rang. 2 semaines plus tard, le testament a été lu. Ce fut le jour où tout a changé. Papy m'avait laissé une fiducie. Environ 680 000 € en actions, espèces, profit de vente de terrain, assez d'argent pour changer complètement la vie de quelqu'un. La fiducie me serait entièrement transférée le jour de mes 18 ans. Maître David Duval était l'avocat responsable. La note manuscrite de papy à l'intérieur du document ne contenait que 6 mots. Ton choix, ta vie. Amour, papy. Ma mère a fixé cette note trop longtemps, pas émue, calculant, comme si elle résolvait déjà un problème dans sa tête. C'est là que la planification a commencé. 6 mois avant mon anniversaire, un homme en costume gris a commencé à visiter notre maison tous les mercredis après-midi. Même Lexus, même mallette en cuir, même sourire prudent. Ma mère changeait son identité chaque semaine. Agent d'assurance, conseiller financier, ami de Marc. L'histoire ne restait jamais la même. Un après-midi neigeux en janvier, je suis rentré tôt de la bibliothèque. Je suis entré dans le vestibule et j'ai entendu des voix dans la cuisine. Ma mère a dit, une fois qu'elle signera, le reste sera automatique. Marc a demandé, et si elle hésite? Ma mère a ri doucement. Elle n'hésitera pas, Clara écoute toujours. Je suis resté figé, la neige fondait sur mes bottes. Puis j'ai ouvert la porte bruyamment exprès. Maman, je suis rentré. Les papiers ont bougé rapidement. Quand je suis entré, la table était vide. Ma mère a souri trop vivement. Jour de neige. Veux-tu un chocolat chaud? Sur le comptoir, dépassant de son sac à main, j'ai vu des lettres en relief. Dubois et associés, planification patrimoniale. Chloé est entrée derrière moi et a demandé distraitement, c'est à propos de l'argent de Clara. Marc a répliqué instantanément. Monte dans ta chambre. Chloé a disparu. Ma mère m'a tendu mon chocolat chaud avec des mains tremblantes. Tu es une si bonne fille, Clarinette. Ce fut le moment exact où j'ai arrêté d'être confuse. Je ne connaissais pas encore tous les détails, mais je savais assez. Vendredi après-midi, j'ai finalement ouvert l'enveloppe de papy. Je suis allé seul au parc de la Rivière Claire.
Vent froid, balançoire vide, ciel gris. La lettre à l'intérieur faisait une page. Ma puce. Si tu lis ceci, quelque chose a mal tourné avec ta mère. J'espérais me tromper. Maître David Duval s'occupe de mes affaires depuis 30 ans. Il sait tout. Tu as le droit de te protéger. Tu as le droit de choisir. Amour, papy. En bas se trouvait un numéro de téléphone. Ma main tremblait en composant. Une réceptionniste a d'abord répondu. Puis un homme plus âgé et calme m'a parlé. Clara, dit-il doucement. J'attendais votre appel. Personne ne m'avait jamais dit cela auparavant. Pas comme ça. Pas avec confiance. Il m'a demandé de venir à Chartres la semaine suivante. Parlez à votre mère que c'est pour une aide universitaire, dit-il. Et Clara, oui. Ne changez pas votre comportement à la maison. Ni votre visage, ni votre routine, pas un mot. J'ai accepté. Le bureau de maître David Duval se trouvait au-dessus d'une boutique en briques en centre-ville. Des livres partout, une lampe verte de banquier, des piles de dossiers, une plante mourante près de la fenêtre. Il parlait lentement et clairement, comme s'il me respectait suffisamment pour me dire la vérité. Il a tout expliqué. Fiducie, bénéficiaire, tutelle, contrôle financier. Puis il m'a enfin regardé attentivement et a dit, « Votre mère a travaillé avec un avocat nommé Maître Lance Dubois. Il a ouvert un dossier et me l'a fait glisser. Accord de consolidation financière familiale Dubois. » Mon nom couvrait la première page. J'ai lu en silence. Mon estomac s'est refroidi à chaque ligne. Le document ferait de ma mère cofiduciaire. Il lui donnerait le contrôle financier de mon héritage. Une partie de ma fiducie serait transférée dans une entreprise appelée Dubois et Leclerc Holdings SARL. La ligne de signature était datée de 2 mois avant mon 18e anniversaire. Alors que j'étais encore mineur légalement. J'ai levé les yeux lentement. Il voulait que je signe ça avant mon anniversaire. Duval a hoché la tête une fois. Oui. Mes mains sont devenues engourdies. 4 mois. 4 mois de petit déjeuner souriant. Dîner de famille. Planification d'anniversaire. Pendant qu'ils construisaient tranquillement une cage légale autour de moi. J'ai murmuré, ils allaient tout prendre. Duval n'a pas édulcoré la vérité. Oui. L'honnêteté faisait presque plus mal que la trahison. Puis il s'est penché légèrement en avant. Mais votre grand-père avait prévu cette possibilité. Cette phrase a changé quelque chose en moi. Pour la première fois, j'ai arrêté de me sentir impuissante. Duval m'a expliqué mes options. Nous pouvions créer une fiducie complètement nouvelle, irrévocable, protégée, intouchable, un fiduciaire corporatif, aucun accès pour ma mère, aucun accès pour Marc, aucun accès pour personne d'autre que moi. Une fois signé, dit-il, même la pression émotionnelle ne peut l'annuler. J'ai pensé aux pleurs de ma mère, à la culpabilité, à la manipulation, à toutes les façons dont elle savait me faire me sentir égoïste. Puis j'ai regardé dans ses yeux. Faisons-le. Nous avons construit la fiducie pièce par pièce au cours des 2 mois suivants. Il m'a expliqué chaque mot, chaque clause, chaque protection. Je l'ai nommée la fiducie Geneviève, d'après ma grand-mère. Duval a souri en entendant le nom. Il l'a noté avec soin. Nous avons exclu ma mère, Marc et Chloé de manière permanente de tout contrôle légal. La fiducie couvrirait les études, le logement, les soins médicaux, les urgences, rien d'autre, pas de prêts familiaux, pas d'aide temporaire, pas de chantage émotionnel déguisé en sacrifice. Un après-midi, ma tante Béatrice a appelé de manière inattendue. La sœur cadette de mon père. Je te vois, infirmière. Voix tranchante, esprit vif, dit-elle doucement. Ton père a aussi essayé de te protéger. Je me suis assise sur la terrasse arrière en serrant mon téléphone. Qu'est-ce que vous voulez dire? 6 mois avant sa mort, il voulait une fiducie pour toi. Ta mère s'est opposée à lui jusqu'à ce qu'il cède. Ma poitrine s'est serrée douloureusement. Combien d'argent? Environ 450 000 € en assurance vie. J'ai fermé les yeux. Mon père avait essayé. Il avait vraiment essayé. Béatrice a soupiré doucement. Clara, tu n'es pas la première personne que ta mère manipule.
tu es juste la première avec un grand-père qui avait tout prévu. Après cet appel, j'ai arrêté de douter de moi complètement. Le dimanche avant mon anniversaire, ma mère a préparé un rôti de bœuf, son plat spécial. Pendant le dîner, j'ai demandé distraitement, quelle est la différence entre une fiducie et un compte familial? Ma mère s'est illuminée instantanément. Oh, ma chérie, les comptes familiaux sont beaucoup plus simples. Les fiducies sont froides. Les avocats mangent tout l'argent, a ajouté Marc. L'argent de la famille doit rester entre les mains de la famille. Puis il a accidentellement prononcé le mot fiduciaire corporatif, une phrase que je n'avais jamais utilisée en sa présence. J'ai souri poliment et j'ai continué à manger. À l'intérieur, une alarme a hurlé. Chloé a soudain dit, maman dit que l'argent devait nous aider tous de toute façon. Silence. Silence épais. Ma mère s'est rapidement ressaisie. Elle veut juste dire que la famille se soutient mutuellement. Mais il était trop tard. Chloé en savait assez pour les exposer sans le vouloir. 2 jours avant mon anniversaire, ma mère a organisé un grand dîner au country club de la Rivière-Claire. 15 invités, amis de l'église, voisins, partenaires commerciaux. Pendant le dessert, elle s'est levée avec son verre de vin. À ma fille courageuse, a-t-elle annoncé fièrement, qui va prendre des décisions très intelligentes demain. Tout le monde a applaudi. De l'autre côté de la salle, assis seul avec une salade César et une mallette en cuir, se trouvait un homme que j'ai immédiatement reconnu d'après les descriptions de Duval. Maître Lance Dubois, leur avocat, me regardant, attendant. J'ai souri pendant le dîner. Quoi qu'il en soit, la nuit de mon anniversaire, j'ai verrouillé la porte de ma chambre. 23h52, ordinateur portable ouvert, réunion Zoom prête. David Duval a été le premier à se joindre, puis Priya Dessé de Midland Trust Service, puis le notaire en ligne. 23h59. Tout le monde attendait en silence. Le curseur clignotait dans la case de signature. Minuit. J'ai signé mon nom légal complet. Clara Dubois, une lettre soigneuse à la fois. À minuit 4, Priya a souri. Le transfert est complet. La fiducie Geneviève est entièrement financée et irrévocable. 681 412,90 €. Protégé pour toujours. Duval m'a regardé directement dans la caméra. Joyeux anniversaire, Clara. Ton grand-père serait fier. Après la fin de l'appel, je suis resté assise en silence pendant longtemps. Puis, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi paisiblement. Le matin est arrivé trop vite. 7h45. La cuisine sentait les crêpes. Ma mère portait son peignoir rose et un sourire d'anniversaire éclatant. Marc était assis à table. Chloé scrollait sur son téléphone, et là, le dossier en manille, attendant à côté de mon assiette. Je me suis assise calmement. Des bougies vacillaient sur les crêpes. Ma mère m'a serré trop fort. Joyeux anniversaire, ma chérie. Je l'ai remerciée. J'ai mangé 2 bouchées. Puis elle a joint ses mains doucement. Ma chérie, maintenant que tu as 18 ans, nous devrions discuter de l'argent de papy. Le dossier a glissé vers moi sur la table. Lisse, pratique. Elle avait répété ce moment. Je l'ai ouvert avec précaution. Accord de consolidation financière familiale Dubois. Exactement les mêmes documents que Duval m'avait montrés. Cofiduciaire, procuration, transfert d'actifs, frais de scolarité de Chloé inclus. Chaque page sentait la trahison. Ma mère souriait patiemment pendant que je lisais. Au début, elle avait l'air confiante, puis irritée, puis nerveuse. 5 minutes sont passées. Marc a finalement craqué. Tu n'as pas besoin de lire chaque ligne. J'ai levé les yeux calmement. J'aime comprendre ce que je signe. Il a bougé sur sa chaise. J'ai tourné une page lentement. Maman, ai-je demandé doucement. Qu'est-ce que Dubois et Leclerc Holdings SARL exactement? Son sourire s'est contracté. Oh, juste une entreprise familiale. Des histoires de taxes. Quand a-t-elle été créée? Je ne m'en souviens pas. Marc a interrompu rapidement. Clara, ça suffit. Signe-le. Je l'ai regardé attentivement. Tu as dit que ton gars tout à l'heure. Ton avocat.
Sa mâchoire s'est contractée. Ma mère s'est précipitée. Ma chérie, tout cela est pour ta protection. J'ai continué à lire la version 4.3 générée 4 mois plus tôt. 4 versions, 4 mois de planification. J'ai refermé soigneusement le dossier. Maman, ai-je dit doucement, ce document a été rédigé alors que j'étais encore mineur. Nous préparions ton avenir, a-t-elle répondu trop rapidement. J'ai penché légèrement la tête. En utilisant l'autorité parentale pour contrôler mon héritage. Son visage a changé. Une petite panique. Une petite fissure. Marc s'est penché en avant d'un coup. Signe les papiers, Clara. Je suis resté calme. Depuis quand connaissez-vous Maître Lance Dubois? Le silence a explosé dans la cuisine. Ma mère a murmuré. Nous n'avons jamais mentionné son nom. Je sais, ai-je répondu. C'est ça qui m'inquiète. Chloé avait l'air terrifiée maintenant. Ma mère a réessayé avec sa voix douce et blessée. Clarinette, ma chérie, tu ne comprends pas à quel point l'argent peut être dangereux à ton âge. J'ai hoché la tête lentement. Vous avez raison. Pendant une seconde, le soulagement a traversé son visage. Puis j'ai ajouté, c'est pourquoi j'ai déjà engagé un avocat. Tout s'est arrêté. Complètement arrêté. Ma mère m'a regardé. Marc s'est à moitié levé de sa chaise. Quoi? Mon téléphone a vibré sur la table. Les trois ont baissé les yeux. Maître David Duval, avocat. 9h03 exactement à l'heure. Ma mère a perdu toute couleur instantanément. Ne réponds pas à ça, a crié Marc. J'ai pris le téléphone calmement. Je pense que je vais le faire. Clara. Attends, a murmuré ma mère. J'ai appuyé sur le haut-parleur. Bonjour, Maître Duval. Sa voix calme a rempli la cuisine. Joyeux anniversaire, Clara. J'espère que je n'interromps pas le petit déjeuner. Non, ai-je dit doucement. Nous discutions d'argent. Excellent timing. Puis ma mère a eu l'air physiquement malade. Duval a continué calmement. J'appelle pour confirmer que le transfert de la fiducie Geneviève s'est déroulé avec succès à minuit 4 aujourd'hui. Silence. Silence lourd. La fiducie est entièrement financée et irrévocable. Ma mère a laissé tomber sa fourchette. Marc a serré les deux poings. Chloé a murmuré. Quelle fiducie? Duval a répondu doucement. Une fiducie protégée établie uniquement au bénéfice de Clara. Marc a explosé. De quoi parlez-vous, bordel? Duval est resté parfaitement calme. Je conseillerais un langage prudent, monsieur Leclerc. J'ai presque admiré la rapidité avec laquelle Marc s'est rassis. Puis Duval a continué. Depuis minuit, l'héritage ne peut plus légalement être transféré, réassigné ou contrôlé par une partie extérieure. Ma mère m'a regardé comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Pas silencieuse, pas obéissante. Dangereuse. Duval a ensuite mentionné les documents de Dubois, le lanceur d'alerte, la plainte, l'ordre disciplinaire, tout. Pièce par pièce, ma mère a finalement murmuré, s'il vous plaît, arrêtez. Mais il n'a pas arrêté. Il a expliqué exactement pourquoi les documents étaient contraires à l'éthique, pourquoi il ciblait un mineur, pourquoi il violait le devoir fiduciaire, pourquoi Dubois faisait déjà l'objet d'une enquête. Chaque phrase retirait une autre couche de contrôle du visage de ma mère. Puis Duval m'a demandé doucement, Clara, pouvez-vous confirmer le document devant vous? J'ai baissé les yeux vers le dossier, 12 pages. Accord de consolidation financière familiale Dubois. Dubois et associés. Oui, ai-je dit doucement. C'est le document. Chloé s'est couvert la bouche. Marc a marmonné. C'est un piège. Duval a répondu immédiatement. Non, monsieur Leclerc. Un piège nécessite la tromperie. Clara a simplement lu ce qui lui était présenté. Cette phrase a frappé la pièce comme du verre brisé. J'ai regardé ma mère. Saviez-vous ce qu'il y avait dans ces papiers? Des larmes ont immédiatement rempli ses yeux. Clara. Oui ou non? Elle a craqué. Oui. Chloé a fait un petit bruit d'étouffement. Marc a frappé la table.
Tu as fait tout ça derrière notre dos? J'ai regardé directement. Non, Marc. J'ai géré mes affaires légalement à minuit 1. Vous avez planifié les vôtres dans mon dos pendant 4 mois alors que j'avais encore 17 ans. Son visage est devenu rouge foncé. Nous t'avons élevé. Vous avez emménagé quand j'avais 12 ans, ai-je répondu calmement. Ce silence était plus douloureux que les cris. Puis j'ai ouvert la page 9 et j'ai lu à voix haute la ligne sur le soutien financier pour les études de Chloé. Personne n'a nié. Personne n'a non plus défendu. J'ai finalement fermé le dossier. Je vais garder ça. Ma mère a commencé à pleurer fort maintenant. De vraies larmes, mais des larmes familières. Des larmes d'armes. Après tout, je me suis sacrifié pour toi. Je pense que nous avons besoin de professionnels présents avant de discuter du mot sacrifice, ai-je interrompu doucement. Cette phrase a eu plus d'impact que n'importe quel cri. Puis Duval a parlé à nouveau. Clara, ta tante Béatrice attend au bout de l'allée. Je me suis levé lentement, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris le dossier, j'ai mis ma veste. Devant la porte d'entrée, j'ai marqué une pause et j'ai regardé Chloé. Tu avais 16 ans. Tu n'as pas créé ça. Elle avait l'air au bord des larmes. Envoie-moi un message dans 1 an. Elle a hoché la tête en silence. Puis je suis sorti. L'air du matin semblait propre. Honnête. Tante Béatrice attendait dans sa vieille Honda, le moteur en marche. Je pensais que partir mettrait fin à tout. Ce n'était pas le cas. Cela n'a fait que commencer la guerre. L'appartement de Béatrice à Lyon n'avait rien à voir avec ma maison. Des couvertures chaudes, des poils de chat, des tasses de thé, des étagères encombrées, des rires francs, pas de performance. J'ai regardé mon téléphone une fois après ma douche. 47 appels manqués. Des dizaines de messages. Ta mère est dévastée. Appelle la maison immédiatement. Tu lui brises le cœur. Le pasteur Lambert veut te parler. Béatrice a regardé par-dessus mon épaule et a dit un mot. Bloc. Je l'ai regardé. Tous. Tous. Alors je l'ai fait. Puis j'ai dormi 10 heures d'affilée. Pendant ce temps, de retour à Rivière-Claire, ma mère a commencé à perdre le contrôle de l'histoire. À l'église, elle a pleuré publiquement, m'a appelé confuse, a dit que j'avais abandonné la famille, mais les gens avaient déjà commencé à relier les points. Trop de commentaires étranges, trop d'allusions publiques à l'argent, trop de témoins du dîner du club, trop de gens se souvenant de Marc disant un gros jour. La ville s'est retournée silencieusement. Pas bruyamment, silencieusement, et le jugement silencieux dans une petite ville dure éternellement. Chloé a le plus souffert socialement. Les enfants murmuraient. Les parents murmuraient plus fort, mais la plupart pensaient qu'elle ne connaissait pas tout le plan. Et honnêtement, je le croyais aussi. Puis les finances de Marc se sont effondrées rapidement. L'argent de l'héritage avait clairement fait partie de ses plans futurs. Sans lui, tout s'est fissuré. Prêts, paiement de camion, dette d'équipement. En quelques semaines, son camion a été repris. Son entreprise a commencé à péricliter. Ma mère a immédiatement déposé des papiers de séparation financière. Soudain, la grande équipe familiale est devenue chacun pour soi. Drôle comme la cupidité transforme rapidement l'amour en paperasse. Les frais de scolarité de Sciences Po Lyon ont également disparu. Chloé a perdu son acompte. Elle a pleuré auprès des admissions. Finalement, elle a choisi l'université de Strasbourg à la place. Beaucoup moins cher, beaucoup plus sûr. En mai, Marc a déménagé complètement. Une chambre louée au-dessus d'un garage. Ma mère a gardé la maison. Techniquement, la banque a gardé la plupart, réalistiquement. Je n'ai jamais célébré rien de tout cela. Cette partie est importante. Je n'ai pas ruiné leur vie. J'ai simplement refusé de devenir leur solution. Pendant ce temps, l'ordre disciplinaire a enquêté sur Maître Dubois. Le lanceur d'alerte a parlé. D'autres familles se sont manifestées. Des schémas ont émergé. Fiducies éducatives manquantes. Arnaque de SARL familiale. Clients âgés manipulés. 8 semaines plus tard, Dubois a perdu sa licence d'avocat pendant 3 ans. Le journal local a enterré l'article en page 3. Mais dans les villes comme la nôtre,
les articles de page 3 voyagent plus loin que les gros titres de la une. Duval m'a envoyé l'article par email sans message joint. J'ai répondu « Merci ». 3 minutes plus tard, il a répondu « La justice n'est pas bruyante ». J'ai gardé cet email pour toujours parce qu'il avait raison. La vraie justice crie rarement. Elle avance juste lentement vers la lumière jusqu'à ce que personne ne puisse plus l'arrêter de voir. Fin mai, Chloé m'a envoyé un message. Je ne savais pas qu'elle voulait tout. Je pensais que c'était juste pour mes études. Je le jure. J'ai fixé le message longtemps. Puis 3 jours plus tard, j'ai répondu. Je sais. Tu étais dans la cuisine, pas derrière les papiers. 3 points sont apparus. Puis je suis désolé, ai-je répondu. Je sais. Puis un café dans un an quand tu auras 18 ans et que tu seras loin de la maison. Je le pense vraiment. Sa réponse est arrivée immédiatement. D'accord. Clarinette. J'ai failli pleurer. Elle ne m'avait pas appelé Clarinette depuis la mort de papy. Août est arrivé. Jour de déménagement à l'université de Strasbourg. Béatrice m'a aidé à tout charger dans sa Civic. La lampe de papy, mes livres, la boîte en cèdre, la lettre, tout est venu avec moi. Ma colocataire Maya m'a serré dans ses bras 60 secondes après notre rencontre. Rire fort, énergie pétillante, pas de pièges émotionnels cachés sous les conversations. Cette première nuit dans le dortoir, elle a annoncé distraitement « Je ne parle pas beaucoup à ma mère non plus ». Et d'une manière ou d'une autre, entendre une autre fille dire cela aussi calmement a guéri quelque chose en moi. L'université m'a changé lentement, pas spectaculairement, silencieusement. J'ai appris que le silence pouvait être paisible plutôt que dangereux. J'ai appris que personne ne me punissait pour avoir ri trop fort. Personne ne levait les yeux si j'étais excité. Personne n'utilisait les émotions comme des armes. Ma mère m'a envoyé 2 messages pendant le premier semestre. Es-tu en sécurité? Puis plus tard, tu me manques. Je n'ai répondu à aucun des 2 messages, non pas parce que je la détestais, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose d'important. L'accès à moi n'était plus automatique. Cette réalisation était plus importante que l'argent. Tous les dimanches, Béatrice appelait. Un soir, elle a demandé doucement « Comment va ton cœur ?» J'ai regardé autour de ma chambre de dortoir tandis que la neige touchait la fenêtre. Maya fredonnait sous la douche non loin. Aucune tension, aucune peur, aucune attente de critique. J'ai répondu honnêtement. Il est calme. Bon calme ou mauvais calme? J'ai souri. Bon calme. Béatrice est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit doucement, c'est la paix, ma puce. La paix. Je suis restée assise avec ce mot pendant longtemps. Toute mon enfance, le silence signifiait la survie. Maintenant, le silence signifiait la sécurité. Cette différence a tout changé. Exactement 1 an après avoir signé les papiers de la fiducie, je me suis assise seule dans la bibliothèque de l'université. La neige tardive tombait dehors par les fenêtres. J'ai consulté le relevé de la fiducie en ligne. Le compte avait augmenté, les études payées, le logement payé, les livres payés, sécurité, liberté. En bas de la page se trouvaient les noms de mes grands-parents, Harold et Margaret Dubois, initiateurs du corpus. J'ai effleuré l'écran du bout des doigts. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Dehors, la neige tombait lentement sous les lumières du campus. Mon téléphone a vibré. Un message de Chloé. Une photo de sa chambre à l'université de Strasbourg. Café en mai. J'ai souri doucement. Puis j'ai tapé, oui, je viendrai en voiture. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche et je suis sorti dans l'air froid du soir. Pour la première fois de ma vie, l'avenir me semblait mien. Pas celui de ma mère, pas celui de Marc, le mien. Papy avait eu raison depuis le début. Ton choix, ta vie. Et enfin, j'ai compris exactement ce qu'il voulait dire.